Avec l'arrivée des Mongols en Asie mineure, l'équilibre géopolitique de la région a été bouleversé et le sultanat seldjoukide de Roum en a fait les frais. Avant de s'incliner, il a farouchement combattu les Mongols, et c'est au cours de cette lutte que son emprise sur les tribus à l'ouest s'est affaiblie, jusqu'à devenir complètement inexistante, les tribus se proclamant une à une indépendantes. Si l'assujettissement à l'empire mongol permet de retarder l'inévitable, le déclin du sultanat est consommé. Il se délite petit à petit à mesure que les clans s'émancipent de sa tutelle et s'installent sur ses terres. En 1307, le sultanat seldjoukide de Roum disparaît et laisse la place à une mosaïque de tribus qui se partagent le territoire. Il est aussi temps désormais de franchir le Nil et de s'intéresser à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. À l'aube du IVe siècle, le petit empire du Ghana est fondé et il doit son importance à ses mines d'or prolifiques. Le commerce avec l'Afrique du Nord, or, sel, coquillages et esclaves, lui permet de gagner peu à peu en richesse et en puissance, jusqu'à contrôler un territoire appréciable. Il finit par entrer en déclin durant le XIe siècle, jusqu'à imploser en une multitude de petits royaumes indépendants. L'un d'eux, le royaume du Mali, commence à prendre l'ascendant sur ses congénères, et il finit par les conquérir et par s'étendre de plus en plus. C'est sous le règne de Mansa Moussa, entre 1312 et 1337, que l'empire atteint son apogée territorial et économique. C'est cet empereur qui, lors de son pèlerinage à la Mecque, aurait emporté tant d'or avec lui que le cours du métal en aurait chuté sur son passage. Examinons maintenant le royaume de France au lendemain de la mort de Philippe le Bel. Au cours de son règne, les comtés d'Angoulême et de la Marche sont tombés dans l'escarcelle royale, à la mort de leur dernier propriétaire légitime. À partir de ces vastes domaines, Philippe le Bel a alors doté ses fils cadets. Philippe devient comte de Poitiers en 1311 et Charles, comte de la Marche en 1314, les deux domaines étant donnés en apanage. Les comtés d'Anjou, du Maine, de Valois, d'Alençon et du Perche forment un large territoire au profit du frère cadet du roi, Charles de Valois. Leur demi-frère Louis a reçu en apanage le comté d'Évreux. L'Artois et le comté de Bourgogne sont toujours en possession de la comtesse Mao, malgré les protestations de son neveu Robert, qui cherche toujours à rentrer en possession de ses blés et de sa bonne terre d'Artois. Le comté de Flandre est entre les mains du comte Robert III de Béthune, qui a succédé à son père Guy en 1305. Par mariage, son fils est aussi comte de Nevers, un comté que nous n'avions pas encore vu, car il suivait jusqu'alors la destinée des ducs de Bourgogne, l'actuel se nommant Eudes IV de Bourgogne. Louis de Bourbon, le fils de Robert de Clermont, le dernier fils de Saint-Louis, possède quant à lui les terres attenantes de la seigneurie de Bourbon. Le duché de Guyenne est fief du roi Édouard II d'Angleterre, mari d'Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel. Jean III est duc de Bretagne, Gaston Ier comte de Foix, Bernard VI comte d'Armagnac, Guy VII vicomte de Limoges, Bernard VII comte de Comminges et Guy Ier comte de Blois. Robert Ier de Naples a succédé à son père Charles II comme roi de Naples et comme comte de Provence et de Forcalquier. C'est sur cet échiquier politique, déjà plus restreint et bien moins embrouillé que celui ayant cours sous Hugues Capet, que va se jouer la fin de la dynastie capétienne. Direct, mais n'anticipons pas. Fils aîné de Philippe le Bel, Louis succède à son père lorsque celui-ci meurt en 1314. Il est marié à Marguerite de Bourgogne, la sœur du duc Eudes, en 1305, et le couple a un enfant, Jeanne de Navarre. Après l'incarcération puis la mort de Marguerite en prison pour avoir eu une liaison avec un écuyer de la cour, Louis se marie avec Clémence de Hongrie, la nièce du roi Robert de Naples. Louis précédera de sa mort la naissance de son fils Jean. Louis X est roi de France de 1314 à 1316. L'histoire a choisi pour lui le surnom de Hutin, un vieux mot français qui signifie entêté, mais aussi querelleur ou bagarreur. Nous sommes donc en face d'un surnom qui est à la limite du péjoratif, ce qui est une première dans notre série. On notera la durée de son règne d'à peine 1 an et demi, une brièveté encore jamais vue, et qui classe Louis X comme 3e roi de France à avoir régné le moins longtemps. Il meurt d'ailleurs sans fils pour lui succéder, une situation qui ne s'était jamais produite depuis Hugues Capet.
Louis marque ainsi la fin du miracle capétien, une période de 300 ans durant laquelle les rois de France se sont succédés sans heurts de père en fils, ce qui, par la force de l'habitude, a fini par créer une sorte de tradition. L'historiographie n'a pas été tendre avec lui, et notamment l'écrivain Maurice Druon dans son épopée des rois maudits. Louis y est décrit comme un homme bête et brouillon, manipulé par les grands vassaux et enclin à la cruauté. Sa mort, si jeune et sans héritier, serait une confirmation de la malédiction soi-disant prononcée par Jacques de Molay sur son bûcher, faisant de Louis le second des rois maudits après son père. Louis succède à son père dans un climat de grande tension et incertitude. Les lourds impôts agitent le peuple, les Flamands continuent de défier l'autorité royale, les grands vassaux remuent, le pays est endetté et la chrétienté est sans pape. Clément V étant mort à Carpentras en 1314 sans que les cardinaux arrivent à se décider sur son successeur. Il doit d'abord assurer la stabilité de son règne, menacé par le mécontentement populaire et par les ligues des grands barons, dirigés par le puissant Charles de Valois, qui veulent retrouver le pouvoir qui leur a été rogné sous le règne de Philippe le Bel. Ne pouvant faire front, Louis X négocie et revient en partie sur le règne de son père. Les nobles obtiennent que soit garanti nombre de leurs privilèges et que soit mis à l'écart un certain nombre de conseillers influents sous Philippe le Bel, notamment Enguerrand de Marigny, qui est pendu à Montfaucon. En outre, le pouvoir et les prérogatives des officiers royaux dans les domaines des vassaux sont grandement réduits en faveur de l'autorité du noble détenteur de la terre. Louis X est aussi souvent cité comme étant le roi ayant aboli le servage. Pour rappel, être un serf, c'est avoir un statut juridique spécial qui est héréditaire. Le serf est attaché à un domaine qu'il ne peut quitter et il doit s'acquitter d'un certain nombre de taxes et d'obligations. En contrepartie, son seigneur a charge de lui fournir une terre, une tenure ou vivre et ne peut l'en expulser sans compensation. Il a un statut juridique et des droits associés, il peut même s'enrichir et a la possibilité de racheter sa liberté, ce qui a causé la diminution du nombre de serfs depuis le XIe siècle. Cette libération était d'ailleurs encouragée par les rois de France, que cela soit par calcul politique, pour affaiblir les nobles, économique, voire même peut-être par idéal. Quoi qu'il en soit, ce mouvement s'accélère durant le XIVe siècle, d'abord sous le règne de Philippe le Bel, puis sous celui de Louis, qui publie une ordonnance pour que chaque serf soit libéré, moyennant un paiement de sa poche, évidemment. Louis X doit aussi prendre en charge l'affaire du comté de Flandre, que la victoire de Mons-en-Pévèle n'a pas tout à fait close, le comté échappant toujours de fait à un contrôle étroit de la part de la couronne française. En juillet 1315, il rassemble une armée à la frontière du comté, mais la pluie continue, la crue de la Lys et l'absence de combat mènent à une retraite de l'Ost royal, auquel Maurice Druon donnera le surnom de l'Ost boueux. En juin 1316, Louis X est victime d'un malaise et une pneumonie l'emporte quelques jours plus tard. Mais la légende, amplifiée et popularisée par Maurice Druon, propose une autre explication au trépas du jeune roi. Il aurait été empoisonné. Et l'assassin, nous le connaissons bien. Il s'agirait de la comtesse Mao d'Artois, qui aurait expédié le roi outre, car il aurait été sur le point de rendre le comté d'Artois à son neveu Robert. Quoi qu'il en soit, Louis X laissera derrière lui une fille Jeanne, que certains prétendent entachée de bâtardise, et une femme, enceinte de 3 mois. Louis X meurt le 5 juin 1316, à l'âge de 26 ans.